Bonjour, bienvenue au LCV Live. Nous recevons aujourd'hui Yves Carboriou, directeur de l'AIST 83, mais également aussi Pascal Hausseur, qui est le directeur général de la FMES. Bonjour Pascal. Bonjour. Bonjour Yves. Bonjour. Ravi de vous recevoir aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler santé, on va parler géopolitique, donc des sujets intéressants mais complexes aussi pour accéder à la compréhension du plus grand public. Je vais vous demander à chacun de vous présenter. On va commencer par vous, Yves. Expliquez-nous un petit peu quel est votre rôle, ce que vous faites, votre carrière, et puis après on parlera de l'AIST évidemment. Très bien, merci. Alors, je m'appelle Yves Carboriou, je suis le nouveau directeur de la médecine du travail du Var, donc l'AIST. Vous le savez certainement, chaque entreprise dans le Var a pour obligation de faire passer une visite médicale à ses salariés. Et donc, nous, notre rôle, c'est de faire passer des visites médicales et de faire de la prévention en entreprise. D'accord. Alors, je reviens, ça fait que 2 mois que je suis arrivé, donc je découvre encore ce beau métier, ce métier relativement complexe. Pour autant, dans ma vie précédente, j'ai déjà eu affaire à la médecine et à la médecine du travail, soit en tant que salarié, classique, soit en tant que chef d'entreprise. Soit dernièrement, j'étais à la Poste et j'avais ce qu'on appelle un service de santé autonome, c'est-à-dire que D'accord. les médecins étaient intégrés dans notre structure. D'accord. Et donc la particularité, c'est très étonnant, mais j'ai fait coup sur coup les 2 entreprises où l'ensemble des Français sont nos clients, que ce soit la Poste ou la médecine du travail pour le Var. Bon, une bonne connaissance des ressources humaines et des salariés français. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu quelques notions d'histoire? La médecine du travail, ça date de quelle époque? Comment ça s'est construit? Quelles sont les évolutions? Enfin, si vous avez ces infos, évidemment. Oui, j'essaye d'en avoir quelques-unes. Donc dans le Var, la médecine du travail a été créée en 1943. Donc c'est l'AIST qui a été le premier service de santé au travail dans le Var. Aujourd'hui, c'est une association. D'accord. On est 220 personnes, 223 exactement. Je sais pas si- On a 28 000 entreprises dans le Var qui sont adhérentes chez nous, vu qu'on est une association. Et on s'occupe de 210 000 salariés. ce qui est Ça, c'est pour assez rare. donner les grands chiffres. Donc, vos domaines d'intervention vont, entre guillemets, en général, être on va vérifier que le salarié est en bon état de santé par rapport aux conditions de travail dans lesquelles il va évoluer, c'est ça? Alors ça, c'était avant. Oui. Avant, en effet, on faisait des visites médicales tous les ans de tout le monde. Maintenant, on a espacé ces visites médicales pour 2 raisons principales. La première, c'est qu'on fait face à une pénurie de médecins, aussi bien dans la médecine du travail que dans la médecine de ville. Il y a de moins en moins de médecins. Et la deuxième raison, c'est qu'on veut aller de plus en plus vers de la prévention. Donc, plutôt que de soigner, on va essayer de faire de la prévention et d'éviter que les salariés tombent malades. D'accord. Euh, je- Moi, la dernière fois que j'ai consulté à la IST, c'était il y a un petit moment, je me souviens de questions assez finalement formelles sur les conditions de travail par rapport à la vue, par rapport si vous êtes fumeur, non fumeur, s'il y a la manutention, s'il n'y en a pas, si vous êtes en position assise toute la journée. Est-ce que la IST aujourd'hui a encore ce rôle de conseil? Énormément, de plus en plus. Donc, de plus en plus, on va se déplacer non seulement pour voir les salariés, mais également pour voir l'entreprise, pour faire des études d'entreprise, pour faire des études de poste, pour analyser les conditions de travail des collaborateurs et des salariés de nos adhérents, de telle sorte à faire baisser l'accidentologie et la maladie, pour améliorer et réduire l'absentéisme dans les entreprises. D'accord. Donc, on a un vrai rôle d'amélioration de la productivité chez nos entreprises partenaires, parce qu'on est là pour les aider justement à ce que leur absentéisme baisse. Et donc, pour faire ça, on se déplace en entreprise avec des spécialistes. On a des ergonomes, on a des chimistes, on a des psychologues, enfin, on a un ensemble de compétences qui permettent d'analyser les conditions de travail au sens très large et d'améliorer les conditions de travail des collaborateurs. D'accord. Alors, vous, en tant que directeur, quel est votre rôle finalement? Quel est votre domaine d'intervention au sein de la médecine du travail? Alors, le rôle du directeur, c'est d'être un grand généraliste, hein. Donc, je m'appuie sur, c'est un chef d'orchestre, un directeur dans une entreprise comme ça. Je m'appuie sur des compétences très différentes dans l'entreprise, que ce soit un ensemble de services support qui sont donc au service de l'ensemble des centres médicaux de l'IST dans le Var, à savoir qu'on en a 19. Donc, on est répartis sur tout le territoire de manière assez bien faite. Et il y a quelques endroits dans le Haut-Var, par exemple, où on n'a pas des centres médicaux parce que ce serait trop onéreux. On a des camions qui se déplacent et qui permettent de faire des visites Oui, médicales. des unités mobiles, du coup. Des unités mobiles, tout à fait. Et donc, on fait en sorte aujourd'hui que l'ensemble des collaborateurs et des salariés du Var puissent être couverts et puissent être soignés et faire de la prévention pour les entreprises. D'accord.
Donc vous êtes en mesure de dire à un salarié ou à son responsable, son entreprise, cette personne n'est pas apte à travailler dans votre société? Alors justement, c'est pas ça qu'on veut faire. Quand on a des situations d'inaptitude, et je sais que c'est un irritant chez les chefs d'entreprise, et je m'en excuse, c'est vraiment très très volontiers auprès de tout le monde. J'ai été chef d'entreprise, je suis chef d'entreprise, je sais ce que c'est, parce que même moi, mes salariés aujourd'hui passent des visites médicales et ont des inaptitudes. Donc, faut pas croire, je suis un chef d'entreprise comme un autre. En fait, on va pas mettre les gens inaptes. On va dire cette personne a une pathologie qui la rend inapte à son poste de travail. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On envoie une équipe qui va étudier avec l'entreprise comment on adapte le poste de travail, comment éventuellement on va rajouter les équipements et on va aider à des financements externes pour aider l'entreprise à adapter le poste pour réduire l'inaptitude. D'accord, très bien. On reparlera un petit peu plus de vous tout à l'heure. Pascal, je suis ravi aussi de vous accueillir. On a découvert tout à l'heure en antenne qu'on a eu l'occasion de se croiser il y a quelques années. Vous avez une carrière qui est un petit peu impressionnante, hein. Vous êtes toujours amiral? Je suis amiral, mais je suis amiral en deuxième section, c'est-à-dire que je suis plus en activité sur les bateaux. J'ai passé petite quarantaine d'années dans la marine, la moitié de mon temps sur les bateaux de surface, euh, pas mal de temps autour du groupe aéronaval, du porte-avions. J'ai commandé une frégate de défense, j'ai quand même commandé le Jean Bart ici à Toulon, mais c'était il y a très longtemps. Et une deuxième partie de carrière dans ce qu'on appelle nous le politico-militaire, c'est-à-dire l'interface entre les décisions politiques et les états-majors militaires pour mieux faire comprendre, enfin comment mieux articuler l'action militaire au vu des objectifs politiques. Et puis depuis 3 ans, j'ai rejoint l'Institut FMES, Alors, qu'est-ce Fondation, que ça veut dire? voilà, Fondation méditerranéenne d'études stratégiques. C'est un think tank qui est à Toulon depuis plus de 30 ans. Alors, expliquez-nous ce que c'est un think tank, Un parce think que... tank, c'est un institut de réflexion. D'accord, voilà. Voilà, c'est un institut qui réfléchit, qui essaye d'analyser les problèmes, d'identifier les enjeux et de proposer des solutions. Pendant plus de 30 ans, il s'est focalisé, et il continue de le faire, sur les enjeux du bassin méditerranéen, du Moyen-Orient. Il a été créé dans les années 90, à un moment où on pensait que l'économie allait tout régler et que le problème était un peu derrière nous et qu'on était dans une grande dynamique d'absorption progressive de notre environnement. Peu ou prou, les pays de la Méditerranée et du Moyen-Orient devaient devenir, entre guillemets, un peu européens. On faisait du commerce avec eux, le niveau de vie allait se développer, et avec le niveau de vie, tout ça se pacifierait, et puis ils deviendraient un peu européens, quoi. Voilà. D'accord. Et bon, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, et c'est pour ça que c'est intéressant de regarder ce qui se passe, et c'est ce qu'on fait à longueur de journée. Et depuis 3-4 ans, on a un deuxième volet qui peut sembler très différent, mais finalement qui a des liens. On est ce qu'on appelle centre ressources de la région pour développer l'économie de défense et l'économie duale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, cette région, c'est une grande région d'économie de défense. C'est la deuxième région de France en termes de création de richesse, de PIB, pour l'économie des entreprises qui travaillent au profit de la défense. On connaît tous Naval Group à Toulon, mais il y a Thales à Nice, il y a Airbus et Dassault du côté de Marignane, et puis il y a tout un écosystème de petites, moyennes entreprises très connues, la CNIM, ECA et d'autres, qui sont dans ce tissu d'économie de défense. Et puis il y a les économies duales, c'est-à-dire des petites entreprises qui travaillent dans la technologie généralement, qui peuvent travailler au profit du civil, et qui pourraient, ou qui travaillent déjà, ou qui pourraient travailler dans le domaine de la défense. Cet écosystème, il est extrêmement développé, deuxième région de France, après Paris, après la région parisienne, et en même temps, très varié et très étendu. Et la région, avec les lois de décentralisation, a pris en quelque sorte la responsabilité de développer son économie. Et donc la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la région sud, a souhaité s'organiser pour essayer de créer de la synergie, parce qu'il y a des concurrences entre les régions, hein, et donc beaucoup d'entreprises sont attirées par la Bretagne, par la Nouvelle-Aquitaine ou par des régions qui essayent de tout faire pour les attirer chez elles. Et elle a demandé à la FMES, qu'elle connaît bien, puisque ça fait 30 ans qu'on est là et qu'on fait des formations, qu'on travaille notamment avec la région et le conseil régional, si on pouvait être leur centre ressources, c'est-à-dire les aider
à développer cet écosystème. Et puis, donc on fait ça depuis maintenant 3 ans. La Direction générale de l'armement à Paris, qui travaille pour le ministère de la Défense pour aider justement ce tissu économique, considère que ce qu'on fait est utile et donc nous a demandé également de travailler dans ce sens-là. On a l'ANSSI qui s'intéresse à nous et on fait des choses, pour donner un exemple concret, parce que on a travaillé et on a mis en place une protection cyberdéfense pour les petites PME. Vous savez, la cyber, c'est quelque chose qui se développe. Avec le RGPD? C'est en lien, ça peut être en lien avec le RGPD, mais c'est surtout sur l'agression cyber. C'est-à-dire, aujourd'hui, votre patrimoine intellectuel de toute entreprise, qui fait souvent la richesse de l'entreprise, ou bien qui fait, au moins qui participe à sa richesse, ses carnets d'adresses, ses données, elles sont attaquées, elles sont pillées, elles sont rançonnées. Et autant les grandes entreprises, elles ont les moyens de développer des systèmes, autant les petites entreprises, elles sont souvent très, très vulnérables. Et nous, on a monté un centre de service public, hein, c'est gratuit, ça a été financé par la région et pour l'instant en partie par la DGA. Et l'ANSSI s'intéresse pour qu'on le développe encore, au profit des petites entreprises. Matériellement, ça se concrétise comment, alors, du coup? Eh bien, alors, ce centre qui s'appelle le C2RC, Centre Ressources Régionales Cyber, qui a été inauguré au mois d'octobre dernier, il est à Toulon, à côté dans nos locaux, bâtiment du numérique, derrière Mayol. D'accord. C'est une petite équipe qui fait de la veille permanente sur la menace cyber en région, qui est en liaison avec tous les centres cyber de France. Dans ce domaine, il n'y a pas de concurrence, hein. Plus on est nombreux, la menace est tellement forte que plus on est nombreux, mieux c'est, parce qu'on a plus de chances de boucher les trous dans la raquette. Et diffuse de l'information préalable, fait des alertes quand il y a des attaques, et puis quand quelqu'un est attaqué, quand une entreprise est attaquée, elle peut l'appeler, et on essaye d'identifier rapidement, un peu comme le SAMU, on fait un diagnostic, et on les oriente vers les organismes ou les entreprises spécialisées de ce qu'on appelle de remédiation, qui sont là pour le coup pour essayer de régler le problème concrètement. Mais on fait une sorte de tri. Donc on fait de l'information, de la sensibilisation, de la veille, de l'alerte, et puis de l'orientation quand les gens sont attaqués. Donc demain, je suis chef d'entreprise d'une PME locale, je suis en lien avec la défense ou pas, hein, Ou pas. finalement. Comment j'ai connaissance de ces informations? Comment je peux accéder Alors, à vos services? vous allez sur le site, alors non pas de la FMES, mais du C2RC, on a créé un site dédié, puisque là c'était quand même quelque chose de très, très direct, il fallait quelque chose de simple. C2RC, vous tapez C2RC sur Internet, vous tombez sur le site et vous avez à la fois toutes les informations plus détaillées que je viens de vous donner. On fait des webinaires de sensibilisation, on a une newsletter et vous avez un point de contact si vous êtes attaqué, ou vous avez quelqu'un au bout du fil ou au bout du mail qui, avec vous, fera une analyse et vous orientera. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on sent que vous avez vraiment une véritable passion pour ce que vous faites. On sent cet investissement personnel qui vous tient à cœur. Vous êtes client de la oui, JST? absolument. Moi, je suis donc directeur général une association qui est finalement de droit privé, donc une petite PME. Et donc, moi-même, en tant que salarié, mais mes salariés sont tous en quelque sorte des clients de mon voisin. Et moi, je suis passé dans vos services, vérifier que j'étais bon pour mon travail. Et oui, donc. Est-ce qu'en 2021, puisque vous avez une carrière militaire derrière vous, est-ce que les armées font appel à des organismes extérieurs comme la IST ou c'est traité en interne? Pour la partie santé, Oui. on a le service de santé des armées qui gère, et donc les militaires sont gérés par le service de santé des armées. Et en revanche, il y a pas mal de fonctions que les armées n'ont plus les moyens de gérer en interne parce qu'elles ont été soumises, comme beaucoup, à des réductions drastiques depuis 20 ans à peu près, ou même 30 ans. Et typiquement, ce que fait la FMES, alors pour la partie think tank, la partie de réflexion stratégique, organiser, essayer d'identifier les enjeux, faire des recommandations, faire des wargames pour entraîner nos décideurs à réfléchir à des cas non conformes, ça, il y a 30 ans, c'était fait au sein des armées. Aujourd'hui, la FMS le fait, et pour beaucoup, au profit des armées, de la marine, l'armée de terre notamment. D'accord. Qu'est-ce que ça vous évoque tout ça? Alors, je peux témoigner que, en effet, mon voisin est client, mais je suis aussi client de ses services. D'accord. C'est-à-dire que j'ai fait appel au C2RC il y a 15 jours, parce qu'on a été attaqué. Ça, c'est intéressant. Oui. Et donc, je peux confirmer que la cellule C2RC fonctionne bien. On a été attaqué il y a à peu près 15 jours. On nous a crypté l'ensemble de nos serveurs et de nos données.
On a alerté ce qu'on appelle le DPO, c'est-à-dire l'avocat en Oui. charge de la vérification de notre conformité RGPD, qui nous a aiguillés vers le CDRC pour nous aider à remettre à plat notre organisation et à redémarrer le plus vite possible et dans les meilleures conditions. D'accord. Alors, pour qu'on rende un petit peu cette information accessible au grand public, parce que je pense que on emploie des termes quand même assez spécifiques, si on devait résumer un petit peu en quelques phrases, quelques mots, clairement ce que vous faites, Pascal, qu'est-ce qu'on pourrait dire au grand public pour qu'ils comprennent véritablement? Alors, deux grands volets, parce que ces deux volets, historiquement, je les ai expliqués, ont été créés séparément, mais ils ont des liens, je vais l'expliquer. Un premier volet, essayer de comprendre dans quel monde nous vivons aujourd'hui. Dans quel monde, quel est le monde qui est en train de venir. Malheureusement, le monde qui vient n'est pas celui qu'on avait prévu. Je parle du monde autour de la France, autour de l'Europe. Comme je l'ai dit, il y a 30 ans, on pensait qu'on n'avait pas grand-chose à faire. Si on laissait les choses se faire, tout doucement, assez naturellement, tout le monde s'apaiserait, on ferait du commerce, c'était la mondialisation, une sorte de mondialisation un peu heureuse, hein, les choses se passaient très bien. C'est pas tout à fait ce qui se passe. Aujourd'hui, les puissances reviennent, les rapports de force reviennent, et qu'est-ce qu'on fait? On regarde ce qui se passe et on essaye d'identifier et de clarifier les événements et pour voir ce que ça veut dire Alors, pour nos citoyens. comment on et a pour pu nos rentrer dans responsables. cette utopie un petit peu géopolitique de croire que tout le monde allait commercer et échanger pacifiquement? Parce qu'on veut voir, chacun veut voir le monde comme il a envie de le voir. Hein. C'est tellement plus simple. Rappelez-vous, donc, c'était la chute du mur de Berlin, début des années 90. On parlait plus de guerre. La guerre, c'était nos grands-parents. Alors, les militaires, on se méfie un peu parce que en 81, quand je suis rentré dans la marine, il y a eu la guerre des Malouines. Donc, vous voyez que les Anglais, c'était quand même pas à l'autre bout du monde. Il y a des Anglais qui sont morts au combat. Donc, pour un marin, ça parlait, pour un marin français. Et puis, on a bien vu, nous, les tensions, on voyait les tensions de crise, on a vu les Balkans, on a vu ce qui se passait au Liban, en Afrique, mais on se disait, enfin, en tout cas, beaucoup de gens se disaient, c'est la fin, c'est en gros les reliquats de l'ancien temps. Mais le nouveau monde est un monde pacifié parce que finalement, le commerce va gagner tout. Et d'ailleurs, on a réduit les budgets de la défense, pas seulement en France, hein, dans tout l'Occident, de façon considérable. Et puis, en fait, dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe. L'être humain est un être à la fois qui cherche la paix, parce qu'il a envie de vivre en paix, mais en même temps, il a une agressivité. Et cette agressivité, elle existe, et elle est canalisée ou pas, plus ou moins bien. Et puis, le monde n'est pas tout à fait, pour nous, il est très confortable, pour d'autres, il est moins confortable. Et donc, les gens veulent leur place au soleil. Et finalement, ce qui est frappant, c'est que le monde, alors je vais prendre un mot compliqué à dire, mais simple à comprendre, il se désoccidentalise. D'accord. C'est-à-dire que on croyait que tout le monde allait devenir un peu comme nous, et en fait, les gens veulent rester comme ils sont, Mais finalement, donc ça veut dire qu'on a voulu formater un peu. des pays dont c'était pas la culture, et Oui. qu'aujourd'hui on se rend compte que la difficulté, elle est de réajuster un petit peu d'un point de vue stratégique, donc ce qu'on appelait la partie matière grise, mais aussi d'un point de vue économique, comme vous disiez, d'un point de vue local. Comment l'Institut FMES agit donc d'un point de vue local, hein, ce que vous nous avez expliqué, mais est-ce que d'un point de vue national, voire international, est-ce que l'Institut a vocation à, je dirais, à mener ces réflexions? Oui, alors d'abord, on travaille avec un réseau de chercheurs déjà en région. On a créé un observatoire stratégique de la Méditerranée et du Moyen-Orient, OS2MO, et dans lequel des chercheurs de Nice, de Marseille, de Toulon, de Sciences Po Ex et de la FMES travaillent ensemble, plus des militaires d'ailleurs, d'actifs, des trois armées, travaillent ensemble pour essayer de comprendre et d'identifier les enjeux et de trouver des solutions. Et puis on a des échanges avec des universités du bassin méditerranéen, et puis on fait des colloques et des conférences pour sensibiliser nos partenaires, d'abord pour échanger les points de vue, parce qu'il faut comprendre ce que disent les autres et comment les autres voient le monde, et puis sensibiliser, parce que ce que nous on voit, nous Français, parce qu'on est au bord de la Méditerranée et qu'on comprend, en Allemagne ou aux Pays-Bas ou au Danemark, ils ont une autre vision. Il faut leur expliquer ce qui se passe, puisque nos sorts sont quand même liés, parce que vu des autres, on se ressemble énormément. Bien sûr. Voilà. Et donc voilà nos outils. Nos outils, c'est du travail, la tête entre les mains, des échanges et des publications soit écrites, soit des vidéos, des conférences ou des Alors justement, on podcasts. parlait de vidéo, c'est intéressant, parce que est-ce que justement, monsieur et madame tout le monde
peut suivre des webinaires, des conférences, des informations. Est-ce que on peut trouver ça sur votre site internet, peut-être? Comment ça on peut Absolument, s'enseigner et c'est même très important parce que finalement, on est en démocratie. Donc, on pourrait imaginer qu'il suffit de convaincre les grands patrons des grandes entreprises et de l'État français pour que les choses se fassent. Mais en démocratie, il faut convaincre la population. Il faut que la population prenne conscience parce qu'elle vote. Hein, et quand elle vote, eh ben, les décideurs, ils font ce que les gens veulent qu'ils fassent. Et donc, bien sûr, tout est gratuit. C'est un choix qu'on a fait. Tout est sur notre site. Vous avez des vidéos, vous avez des podcasts, vous avez des articles. Alors, il y en a certains qui sont en anglais parce qu'on veut toucher autrement que les donnez-nous Français. le site, Pascal, s'il vous plaît. FMES, Oui. vous tapez FMES, Fondation Méditerranée d'études stratégiques, FMES, vous tombez sur notre site et là, vous avez accès à librement. Hein, Il y a à une tous les chaîne articles. YouTube qui Il y a une relie. chaîne YouTube, il y a un podcast qui s'appelle La Boussole Stratégique. Et toutes nos conférences sont maintenant visionnées et disponibles sur YouTube gratuitement. Et vous pouvez les voir, bien sûr, longtemps après. Et vous avez des événements, nos événements futurs sont inscrits également. Donc vous pouvez vous inscrire si vous le souhaitez pour poser des questions à nos conférenciers. C'est ça l'avantage du direct, c'est qu'on peut poser des questions. Et je pense que c'est important parce que chacun d'entre nous, quelle que soit notre éducation, notre travail, et chacun d'entre nous est concerné par ce qui se passe dans le monde. Il y a un devoir d'information. Il y a un vrai devoir d'information parce que sinon on subit. Si vous voulez comprendre ce qui se passe en France, il faut comprendre ce qui se passe aussi de l'autre côté de la Méditerranée. Et à l'IST, est-ce qu'il y a une chaîne YouTube? Est-ce qu'on a des conférences? Alors, on est en train de développer toute une série de webinaires à destination des chefs d'entreprise et des salariés. On a une chaîne YouTube où on peut consulter l'ensemble des webinaires qu'on a publiés, mais on est en train de revoir de fond en comble toute notre stratégie de communication, donc je réserve ça pour une autre émission. D'accord, très bien. Si on doit parler un petit peu d'actualité, rapidement, pour vous, Yves, ça serait quoi les Covid. prochaines étapes? On va dire le Covid, mais on est à la fin de l'actualité, je dirais. Enfin, j'espère en tout cas que c'est derrière et que la vaccination globale et massive de la population va aider. Est-ce que ça a influencé vos conditions de travail? Ça a changé complètement notre manière de travailler depuis le début de la crise, bien entendu. Alors, depuis plus d'un an, hein. Le télétravail généralisé, l'aide, le besoin des entreprises pour mettre en place des procédures contre le Covid, ça nous a été, c'était notre quotidien. Donc, bien entendu, qu'on a consacré plus de 50% de notre temps, de nos ressources, à traiter le Covid. C'était énorme. Est-ce que vous avez pu travailler un petit peu à distance, en visio pendant cette période-là ou... On a fait beaucoup de webinaires justement pour faire du distanciel, mais les chefs d'entreprise avaient besoin de nous voir quand même dans les entreprises, donc D'accord. on se déplaçait, bien entendu, oui, bien évidemment. Et du coup, il y a eu des phases de test qui ont été proposées par la IST? Alors, on a fait une partie de test, mais on fait surtout de la vaccination. Donc aujourd'hui, l'ensemble des salariés du Var qui le souhaitent peuvent se faire vacciner dans nos centres. Et pour les grosses entreprises, on peut même se déplacer dans les entreprises pour faire de la vaccination. D'accord. D'un point de vue, je dirais, plus psychologique, est-ce que le Covid, vous l'avez ressenti dans la psychologie des salariés, des travailleurs français? Oui, d'ailleurs, on a 2 psychologues à temps plein à la IST, mais j'ai encore discuté avec elles cette semaine et elles me disent qu'elles sont débordées parce que la Covid a généré justement une forte montée des risques psychosociaux. Et donc, en effet, on est très, très, très sollicité sur ce sujet. Le Covid, le télétravail a aussi créé une certaine forme d'inquiétude. Il y a des gens pour qui ça a été anxiogène, hein, de travailler chez eux. Exactement. Donc, C'est très compliqué. Il y a aujourd'hui, quand on fait les enquêtes auprès des salariés, savoir s'ils veulent continuer le télétravail ou pas, on a les 2 extrêmes. Ceux qui ont adoré, qui se sont éclatés chez eux et qui ont retrouvé une qualité de vie, et puis ceux qui n'ont pas supporté de travailler seuls ou dans des petites conditions, dans des petites pièces, tout ça. Donc on a vraiment les 2 extrêmes. on a eu des cas de burn-out, en quelque sorte? Oui, oui. Beaucoup plus que l'année dernière, bien entendu. C'est important d'en parler, hein. Je pense que c'est des sujets un petit peu tabous en France, hein, parce que c'est pas dans notre culture de parler de ça, mais je pense que clairement, Il faut parler des choses. l'isolement Faut être, bien entendu. a coûté aux Français, quoi. On a eu des personnes qui étaient seules, qui vivaient seules chez elles, et quelqu'un qui vit seul chez soi et qui se retrouve en télétravail à la maison, ben, c'est encore plus compliqué parce que le travail, c'est le seul lien social qu'elles avaient. Et quand on les a sorties de leur entreprise, elles se sont retrouvées isolées, H24, seules à la maison, avec une fenêtre et une télé et un ordinateur. C'est pas ce qu'on fait de mieux. Les prochaines étapes pour vous, est-ce qu'il y a des dates? C'est d'espérer que le Covid soit derrière nous. D'accord. Ça, c'est quelque chose qu'on regarde de très près.
On a presque plus de 50 millions de personnes qui ont été déjà vaccinées en France en première vaccination. On va surveiller la reprise en On septembre. va surveiller la reprise, on va croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas une nouvelle reprise du Covid. Voilà. Je ne suis pas devin, je n'ai pas de boule de cristal, je ne suis pas médecin ni épidémiologiste. Après, moi j'ai toujours entendu dire qu'une pandémie c'est 2 ans. Donc on y est presque, hein. On a tellement entendu de choses. C'est ça. C'est ça. Je me garderais bien de faire des prévisions. Voilà, c'est ça. J'espère juste que le maximum de personnes, de salariés français, de salariés du Var vont se faire vacciner. Il faut vraiment se faire vacciner. On a des vaccins qui sont très très efficaces aujourd'hui, même contre les variants. Donc faites-vous vacciner pour vous protéger vous et protéger vos proches. Très bien. C'est très intéressant. Et vous, du coup, Pascal, l'actualité? Est-ce qu'il y a des rendez-vous à suivre prochainement? L'actualité globale, c'est la tension qui monte, la tension internationale qui monte. Et je reprends ce qu'a dit mon voisin, il faut dire les choses. C'est pas en regardant ailleurs et en mettant la tête sous le tapis qu'on va régler les problèmes. Et les dire, sortir avec son parapluie ne fait pas pleuvoir. Donc dire les choses, regarder ce qui peut arriver. C'est la meilleure façon déjà de commencer à essayer de trouver une solution. Parce qu'il y a des solutions, et c'est mon deuxième message d'ailleurs, à la fois les tensions montent et en même temps c'est pas la fin du monde. On saura régler ça. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents et encore avant les autres, ils n'étaient pas plus bêtes que nous. Ils ont réussi à régler les problèmes beaucoup plus compliqués que cela. Et donc on arrivera à les régler si on accepte de voir le monde comme il est et pas comme on voudrait qu'il soit. Donc ça c'est pour l'actualité générale. L'actualité précise, eh bien, écoutez, demain, nous avons un colloque à Nice de l'Observatoire stratégique des mondes méditerranéens, de la Méditerranée et du Moyen-Orient, pardon, l'OS2MO, qui sera sur YouTube. Vous pouvez vous inscrire. Vous allez sur notre site FMES et vous pouvez vous inscrire pour poser des questions en temps réel. On va y avoir 2 tables rondes. Donc il y aura des chercheurs de toutes les universités que j'ai évoquées. Il y aura une table ronde sur la Turquie en Méditerranée, sujet extrêmement important. Il y a une table ronde sur Israël après les élections et l'impact. Deuxième sujet très sensible. Mais il y en a d'autres. On aurait pu faire il y a plein de tables rondes à faire puisque le monde boue de toutes parts. Mais voilà, donc si ça intéresse vos téléspectateurs, qui n'hésitent pas, ils peuvent s'inscrire. Une fois encore, c'est gratuit. Tout est gratuit chez nous puisque le but est que les gens prennent conscience des enjeux. J'ai un deuxième événement, là je regarde mon papier, qui a lieu dans un tout autre domaine, le domaine de la cyber, de la protection numérique des entreprises, qui s'appelle SecNumeco, que nous organisons au profit de la région et des services de la préfecture de région. Ça sera le 8 juillet. Ça sera un webinaire. Et là, vous pouvez vous inscrire sur le site du C2RC. Même chose, si vous tapez C2RC, vous tombez sur le site du C2RC. Et là, il y a toutes les informations nécessaires, à la fois pour vous inscrire, si vous êtes dans une entreprise, chef d'entreprise, et à la fois pour participer vous inscrire à la newsletter, vous inscrire au webinaire. Là encore, c'est totalement gratuit puisque c'est un relais de l'action publique régionale, nationale, financé par l'argent public. Donc, autant que nos concitoyens en profitent. Très bien. Écoutez, il va être temps de vous remercier. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je pense qu'on a bien déjà évoqué les sujets principaux de vos activités respectives. Merci Pascal. Merci. Merci Yves. À très bientôt. C'était une émission du LCV Live. On vous dit rendez-vous à très bientôt. Bonne journée.